2025 du programme Horizon Europe dans les destinations InfraDev, InfraEOSC, InfraServe et InfraTech. Donc, on peut aller à la prochaine slide. Je m'appelle Hélène Enfer, donc je suis coordinatrice du PCN Infrastructure de Recherche et je représente aussi la France au comité de programme Infrastructure de Recherche. Sur la slide suivante, vous voyez les membres du PCN Infrastructure de Recherche, point de contact national Infrastructure de Recherche, qui ont organisé ce webinaire. Donc, je vous rappelle la composition de notre PCN. C'est Pascal Vaury, Smaël Niar qui nous a rejoint il y a juste un mois et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre PCN, et donc moi-même. J'en profite pour remercier très chaleureusement mes collègues pour leur engagement dans ce travail. Je souhaite aussi la bienvenue à Agnès Robin, qui est chef de secteur infrastructure de recherche au sein de l'unité Open Science Research Infrastructures à la Commission européenne. Et Volker Beckmann, qui est notre collègue au sein du SSRI A7, qui est expert EOSC. Donc, nos collègues qui vont aussi alimenter ce webinaire avec beaucoup d'informations utiles et intéressantes, j'espère, et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, ici, vous voyez le programme de notre webinaire. Nous souhaitons vous présenter les objectifs, les attendus des appels de 4 destinations qui sont déjà ouverts finalement. Et avec le deadline de soumission le 18 septembre 2025, les appels InfraDev, InfraEOSC, InfraServe et InfraTech, qui sont donc les appels réguliers de programme de travail infrastructure de recherche. Une petite remarque organisationnelle par rapport à notre webinaire. Le webinaire sera donc enregistré afin de le mettre ensuite sur notre site de Horizon Europe du ministère pour partager au maximum les informations que nous allons donner ici. Et donc, nous vous rappelons les règles du webinaire. Nous vous remercions de couper vos micros pendant les présentations. Après chaque présentation, nous allons avoir quelques minutes pour vos questions. Vous pouvez prendre la parole ou mettre vos questions dans le chat. À la fin du webinaire, nous allons aussi avoir un peu de temps pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions. Nous vous invitons donc de poser les questions plutôt oralement. N'hésitez pas à lever la main. Nous allons privilégier les questions orales, mais nous allons également surveiller le chat afin de pouvoir au mieux vous renseigner. Et à la fin, si on a trop de questions et on n'a pas le temps, on va garder vos questions dans le chat et on va répondre par écrit, par mail. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Voilà. Maintenant, nous passons à la présentation de Agnès Robin, qui va nous présenter donc, non, juste la slide d'avant, Smaël, encore avant. Donc, parce que Agnès va nous donner une présentation générale d'abord du programme de travail infrastructure de recherche 2025, avec les indications, les attendus de la Commission européenne, les orientations stratégiques de ce programme. C'est pour ça que donc on a dû changer maintenant les slides. Et sur la slide suivante, juste avant la présentation de Agnès, vous verrez donc voilà, juste un aperçu de tous les appels qui sont ouverts dans le cadre du programme de travail infrastructure de recherche. Comme je dis, les appels sont ouverts et la clôture est le 18 septembre 2025. Donc, nous avons 4 destinations au sein de ce programme de travail avec un certain nombre d'appels. Nous allons vous présenter ces destinations. Et maintenant, je passe la parole à Agnès Robin, voilà, pour cette première présentation d'introduction du programme de travail infrastructure de recherche. Ensuite, nous remercions aussi Agnès pour la présentation de la première destination InfraDev, mais on verra ça un peu plus tard. Voilà, donc Agnès, je te laisse la parole.
Merci. Bonjour à tous. J'essaie de partager mon écran. Alors, window. Une slideshow. Très bien, on voit ton écran, Agnès. Vous voyez l'écran, c'est assez grand? Très bien, Ok. oui, suffisamment grand, oui, impeccable. D'accord. Alors, pourquoi je vous vois plus moi? Bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas la bonne page. Vous voyez le premier slide? Oui, oui, oui. Ça bouge, d'accord. Ok. Oui, très bien. Donc, Elena m'a déjà présenté. Donc, je travaille à la Commission européenne, à la DG Recherche et Innovation. Et effectivement, je suis responsable du secteur infrastructure de recherche au sein d'une unité dirigée par Michael Arentoff et dont l'intitulé est la science ouverte et les infrastructures de recherche. Donc, je vais essayer de présenter en français, mais mes diapositives sont en anglais, donc il peut arriver que parfois ça se mélange un peu. Excusez-moi par avance. Ça ne bouge pas là? Non, non. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. Donc, brièvement, avant de passer aux détails des destinations, juste un bref rappel du contexte. En 2024, je dirais surtout deuxième moitié 2024, l'attention sur des infrastructures de recherche au niveau européen a singulièrement augmenté avec, dans le cadre de différents rapports d'experts de haut niveau. Donc, on a déjà mentionné souvent l'État, le rapport de l'État, Draghi, Heitor, où des références importantes sont passées sur les infrastructures de recherche et aussi les infrastructures technologiques, soulignant leur importance et l'importance de développer une politique cohérente ou de continuer une politique cohérente au niveau européen. Donc, ce programme de travail a été développé, je dirais, avant toutes ces aspects politiques. Néanmoins, il y a eu des adaptations et un certain nombre d'actions qu'on avait prévues étaient parfaitement alignées avec ce développement politique. Donc, je voulais juste mentionner ça. Il y a aussi eu des conclusions du Conseil en novembre 2024 qui étaient importantes aussi dans le contexte de l'espace européen de la recherche et qui mentionnaient les infrastructures européennes à nouveau. La structure du programme de travail n'a pas changé depuis le début de Horizon Europe. Donc, vous avez les 4 destinations habituelles. InfraDev, qui est je dirais, la destination la plus politique, où il y a le soutien aux infrastructures, notamment mises en priorité par le forum forum stratégique pour les infrastructures de recherche, ESFRI. Donc, ce soutien à ces infrastructures, à leur développement, à leur consolidation, mais des actions qui sont aussi liées au soutien politique, des actions de support à la formation, à la coopération internationale. Donc là, ce qui est important, c'est le mot-clé, c'est le landscape, le paysage des infrastructures, et aussi, vous voyez, to develop integrated European ecosystem research infrastructure. Donc l'intégration, pas au sens où une intégration totale, mais au sens de limiter ou de compenser, d'éviter la fragmentation, en particulier du point de vue des utilisateurs ou des partenaires technologiques des infrastructures qui vont aider au développement technique requis pour ces infrastructures. Donc, c'est ce phénomène d'intégration pour une perspective de certains acteurs du paysage. Et le mot-clé aussi écosystème, c'est-à-dire que il y a une mosaïque d'infrastructures au niveau institutionnel, dans les universités, les laboratoires, au niveau national et au niveau européen, dont celles qui sont en priorité par ESFRI et aussi les organisations internationales. Donc, on veut que ces infrastructures interagissent entre elles, soient complémentaires, qu'il y a des synergies développées. Donc, c'est vraiment l'importance politique et stratégique à long terme de cette destination. EOSC, je pense que vous êtes familier avec cette destination, c'est très technique, c'est le développement de European Open Science Cloud. Et donc, on se déplace du développement à l'implémentation, avoir un EOSC opérationnel. InfraServe, donc là, c'est vraiment l'accès qui est la priorité par rapport au programme
de travail précédent, on a essayé de rééquilibrer un peu à la demande des acteurs, des infrastructures, des utilisateurs et des États membres. On a essayé de rééquilibrer, donc on approche des 50-50 entre ce qui est challenge-driven, donc formellement pour répondre à des défis sociétaux ou des défis scientifiques, technologiques, ou plus bottom-up et vraiment la science, les frontières de la connaissance. Ensuite, la composante technologique, donc vraiment les développements de... Il peut y avoir des développements technologiques, l'amélioration ou l'amélioration des services dans les autres destinations, en particulier Infradev, Infraserv, mais le gros morceau se trouve dans Infratech, et où c'est critique aussi d'avoir une approche permettant une meilleure co-développement, co-création avec l'industrie. C'est là aussi où vous allez trouver le soutien à l'initiative Destination Earth et aussi les jumeaux digitaux, Digital Twin. Donc, dans les diapositives, vous avez des extraits de ce que vous trouvez dans le programme de travail. Mais comme a mentionné Elena, le programme de travail officiel a été publié hier. Vous avez le lien là, et je suppose que vous allez l'avoir par votre contact national. Je ne vais pas détailler tout le programme de travail, je voudrais juste souligner certains aspects. Donc, c'est pas séparé, mais c'est dans l'ordre des destinations, d'abord Dev et OSC, Infraserv et ensuite la partie Tech. Au niveau, on a mis l'accent sur la formation, l'augmentation des compétences des personnels des infrastructures. Ça existait déjà, c'était possible dans différents Infradev, Infraserv ou Infratech, mais là, nous avons un sujet dédié à la formation du personnel technique. On avait aussi l'initiative pour la gestion des infrastructures, le management, avec en particulier le projet RE-Train et la professionnalisation de leur formation avec un master. Mais là, c'est vraiment un sujet dédié aux compétences techniques, au personnel technique des infrastructures. Bon, je vais détailler ça plus tard puisque ça fait partie d'Infradev. Je voudrais aussi mentionner le support récurrent au Esri Landmark et aux ERIC. Donc ça revient programme de travail après programme de travail. Au fil des années, on essaie dans le contenu du topic, on essaie de lister un certain nombre d'activités possibles ou souhaitées. De plus en plus, on met l'accent sur, pour chaque projet, il ne s'agit pas de toucher un peu à tout, de saupoudrer vos actions, mais vraiment la proposition doit justifier où est-ce que vous mettez l'accent, quelles sont vos actions clés qui vont permettre d'améliorer la durabilité de l'infrastructure, de la solidifier, et aussi de répondre à certains recommandations dans des exercices d'évaluation, de suivi, comme le Esri Monitoring. Donc, vous êtes vraiment plus spécifique pour des actions prioritaires qui vont vraiment avoir un impact important sur l'infrastructure. Ce qui est spécifique aussi dans ce programme de travail, c'est qu'on commence à préparer le prochain programme cadre, comment on peut changer l'approche dans le futur ou l'améliorer. Et donc, on a un certain nombre d'actions préparatoires. Donc, c'est dans un seul sujet, mais en fait, c'est comme si on avait trois topics différents, ce qu'on appelle areas. Il y a eu un travail donc, sur les investissements et le financement des infrastructures. Il y a eu un travail conséquent dont Elena a été un acteur clé par Esri sur le financement des infrastructures. Et on veut aller un peu plus loin puisqu'on a constaté qu'il était assez compliqué de capturer, d'avoir une image précise des besoins et des ressources de financement. Donc il y a une action préparatoire dans ce sens où on a choisi l'option de ne pas avoir un groupe d'experts supplémentaires travaillant sur le sujet, mais vraiment d'avoir un sujet dans le programme de travail pour que les infrastructures et les acteurs clés soient vraiment inclus et participent dans cette action préparatoire. En action préparatoire, pour préparer le futur,
on rêverait d'avoir un programme durable pour fournir de l'accès, et en particulier l'accès transnational. Et donc, on met une pierre dans cette direction avec cette action de support pour comment définir un schéma d'accès dans le futur. Et aussi, pour certaines infrastructures, les développements technologiques sont très conséquents. Il est important d'avoir une visibilité à long terme pour les infrastructures elles-mêmes, pour qu'est-ce qu'elles doivent développer en commun, qu'elles peuvent développer ensemble, et aussi pour donner une visibilité à leurs partenaires techniques, à l'industrie qui vont être impliqués. Donc, avoir quelque chose un cadre plus stable pour prévoir plus à long terme ces développements technologiques. Donc, comment on peut préparer ça? C'est aussi un point nouveau dans le programme de travail. EOS, comme j'ai déjà mentionné, on va de plus en plus vers l'opérationnel, et on a eu maintenant le développement du nœud européen qui commence à être en place. Donc dans ce contexte-là, comment développer la fédération, la contribution des nœuds EOS, donc avoir une approche entre les domaines, interdomaines, et le concept un peu de système de système. Donc l'accès, comme j'ai déjà mentionné, on essaie d'être plus balancé. Juste une petite référence, donc les projets doivent vraiment mettre l'accent sur l'accès. Il est possible d'améliorer ou de customiser, enfin d'adapter les services existants à un certain point. Juste, on est un peu plus flexible maintenant pour les sujets challenge-driven, où on souhaite que le résultat de l'amélioration des services soit disponible d'ici la fin du projet, mais il peut y avoir des exceptions. On peut travailler un peu à l'échelle de 2-3 ans pour développer des projets, en particulier entre les infrastructures, et pour adresser vraiment des défis sociétaux particuliers, pour répondre à des points particuliers suite à l'analyse ESFRI du paysage, qu'est-ce qui manque, donc comment améliorer ça, ou à des agendas stratégiques, par exemple des missions de Horizon Europe ou des partnerships. Donc, quand c'est vraiment justifié, la proposition doit être vraiment convaincante là-dessus, on peut aller un peu au-delà de juste une simple amélioration qui permettrait d'avoir des services à la fin du projet un peu meilleurs. L'aspect technologique, très, très important. C'est récurrent depuis déjà plusieurs programmes de travail, comment limiter l'utilisation des ressources, l'impact environnemental, les aspects énergétiques, puisque c'est un point important pour la durabilité des infrastructures, leur opération. Aussi, de plus en plus, là je le mentionne pour les Infratech 1 et 2, mais en fait c'est pour toute la destination. Dans l'impact, on fait référence, et c'est nouveau, à renforcer la résilience de l'Union européenne, et pour les infrastructures, c'est aussi la dépendance à certaines techniques ou des composants qui, dans le contexte actuel, qui pourraient vraiment entraver le fonctionnement des infrastructures à court, moyen terme ou long terme. Donc c'est un aspect nouveau. L'intelligence artificielle, donc c'est quelque chose dont on parle partout, et c'est vrai aussi pour les infrastructures de recherche. Donc en 2025, on continue le support à l'initiative Destination Earth. On a aussi des jumeaux numériques, mais c'est vraiment des jumeaux numériques pour essayer de transformer un peu comment les infrastructures de recherche fonctionnent, en particulier quand il y a besoin de modèles ou d'analyse de données, etc., pour améliorer les services d'infrastructure. Avant de passer à InfraDev, je voudrais juste faire une petite note sur les conditions d'éligibilité. Dans un certain nombre de topics, de sujets, on fait référence à on doit avoir ou pas des ESFRI Landmarks, des ERIC comme bénéficiaires. Donc, si on regarde bien tous les topics du programme de travail 2025, en fait, il y a seulement 3 d'entre eux pour lesquels il y a une condition d'éligibilité. C'est-à-dire que ça doit être présent, sinon la proposition ne sera même pas considérée, ne sera même pas évaluée. Donc, c'est le sujet InfraDev 3 qui cible une infrastructure individuelle, donc ESFRI Landmark ou ERIC, puisque dans les 31 ERIC actuels, il y en a 3 qui ne sont pas dans la roadmap ESFRI. C'est pourquoi on spécifie toujours le ERIC en plus. Et là, la condition, c'est que le landmark
où l'ERIC doit être bénéficiaire dans la proposition. Il n'y a pas d'alternative, ce n'est pas une condition soft. On a aussi les deux sujets TEC 01, 02, où la condition est même plus stricte, puisqu'on ne veut pas que ça cible une seule infrastructure. Donc, on veut au moins 2 Esri Landmark ou ERIC. Et aussi, on ajoute la catégorie des organisations internationales. Donc, on fait référence explicitement, donc c'est une définition dans le règlement Horizon Europe. Donc, International European Research Organization, donc c'est une organisation internationale, et là on pense à CERN, IMBL, ESO, etc. Il faut que la majorité des membres soient des États membres ou des pays associés, donc les membres de Aeroforum satisfont à cette condition. Et l'objectif principal doit être de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe. Donc ça, c'est la définition de ces International European Research Organization. Mais la condition d'éligibilité fait référence à des infrastructures de recherche. Donc, tous les exemples que j'ai mentionnés, CERN, ESO, IMBL, ça marche. Mais on pourrait parfaitement avoir une organisation internationale qui satisfait les conditions de la définition Horizon Europe, mais qui ne sont pas ou qui n'accueillent pas des infrastructures de recherche, qui ne fournissent pas des services à la communauté scientifique. Alors là, il faut faire attention parce qu'elles pourraient être, même si c'est ce que j'ai appelé IRO, ce n'est pas un acronyme reconnu, mais je l'ai pour gagner de la place, j'ai mentionné comme ça. Donc, c'est vraiment, quand vous formez votre consortium, il faut que ce soit une internationale européenne, mais aussi, il faut que ça accueille une infrastructure de recherche. Donc, c'est un point important. En plus de la condition d'éligibilité, il faut regarder aussi dans le contenu du topic. On attend un certain rôle pour ces infrastructures, par exemple pour le TEC 01. Ces deux infrastructures, ça peut être aussi d'autres infrastructures ont un rôle clé, mais au moins ces deux infrastructures doivent être un peu le leader dans ce qui se passe dans le projet. Alors que ce n'est pas toujours le cas quand on a des conditions d'éligibilité. C'est juste tick the box, et c'est là ou pas, mais il faut aussi, les évaluateurs vont regarder aussi quel est leur rôle pour le TEC 01. Pour le TEC 02, on a la même condition d'éligibilité exactement, mais on n'a pas d'informations dans le sujet lui-même, parce qu'on considère que ce sujet travaille à partir de feuilles de route technologiques, et que c'est ça qui va diriger l'orientation du projet que vous allez proposer. On n'a pas besoin en plus d'insister pour que ces infrastructures qui font la condition d'éligibilité ont un rôle clé et sont vraiment leaders dans le contenu de votre proposition. Donc ça, c'est les conditions d'éligibilité. Ensuite, on fait référence à ces mêmes Esri Landmark et ERIC dans le contenu des sujets. Donc c'est le premier sujet sur la formation. C'est aussi tous les sujets infraserves qui fournissent l'accès, où là, on a une condition sur au moins un Esri Landmark ou ERIC. Et dans certains cas, par exemple pour la formation, une alternative, c'est qu'on comprend bien que tous les ERIC distribués ne peuvent pas participer, le site légal ne peut pas participer dans beaucoup de projets à la fois. Donc une alternative, c'est d'avoir une déclaration du représentant légal de l'ERIC indiquant oui, je soutiens ce projet, oui, ça va avoir un impact et je vais coopérer avec ce projet, mais je veux qu'un de mes nœuds nationaux, par exemple, me représente et je ne participe pas moi en tant qu'ERIC, en tant qu'entité légale dans cette proposition. Donc là, j'ai fait un peu un petit résumé. Il faudra bien sûr vous consulter le programme de travail qui est publié, parce qu'il y a toujours le risque d'erreur quand on fait des diapositives un peu rapidement. Donc en général, on cible les Esri Landmark et les ERIC juste dans l'action de support pour l'accès. Là, on ne fait pas la distinction, ça peut être Landmark ou projet, n'importe quelle infrastructure dans la roadmap Esri, la feuille de route Esri, ça marche. Parce qu'on considère que quand on fait on contribue à faire le design d'un prochain programme d'accès,
qu'on soit un landmark ou un projet, on a son mot à dire. Et là aussi, c'est un peu stratégique et politique, donc il n'y a pas d'alternative. Il faut que ce soit pour un ERIC distribué. On veut vraiment que ce soit le siège de l'ERIC qui coordonne la stratégie, qui soit membre. Donc j'espère que ça clarifie un peu, mais vraiment faites attention à ce qu'il y a dans le programme de travail. Elena, tu me coupes si je suis trop lente. Je passe. Parfait. Oui, merci beaucoup Agnès pour cette introduction très intéressante. De toute façon, nous allons rentrer dans les détails des destinations un peu plus tard dans ce webinaire. Donc maintenant, je te laisse continuer sur la présentation d'InfraDev. Et merci beaucoup encore une fois. Je vois qu'on a déjà une première question sur InfraTech, mais je vous propose qu'on aborde peut-être ce sujet plus tard, quand on aura la présentation InfraTech. Comme ça, pour l'instant, essayons d'aller dans l'ordre de présentation. Je te laisse. Merci Agnès. D'accord. Merci Elena. Donc InfraDev, ça ne bouge pas. Ok. Bon, là, c'est la répétition du texte du programme de travail. J'ai un peu déjà expliqué InfraDev. Donc, ce qui est nouveau, c'est dans toute la partie exploration, préparation du futur et l'accent sur la formation du personnel technique. Mais bon, on va passer parce que c'est peut-être plus intéressant. Donc là, c'est un peu un résumé de des différents sujets, donc la formation, le sujet qui est vraiment ciblant ceux qui sont entrés dans la dernière feuille de route ESFRI, donc c'est vraiment 11 projets ESFRI, c'est très spécifique. Le DEV 03 qui cible des infrastructures, des landmarks et des ERIC très individuellement, et on a des opportunités pour avoir environ 8 infrastructures. Vous voyez le budget là. Le DEV 04, c'est quelque chose de très spécifique. C'est un projet de soutien, c'est une action de soutien au forum ESFRI en tant que tel, donc aux représentants des États membres et pays associés et leurs différents groupes de travail. On a déjà un projet STR ESFRI qui fait ce support. Je vais mentionner un point important quand j'arriverai à ce sujet, puisque ça doit vraiment permettre un soutien au forum lui-même et être très flexible dans ce sens. DEV 05, c'est là où on a toutes les actions préparatoires, donc vous avez une vue du budget. Je vais passer. Là, j'ai rien de particulier à ajouter, c'est l'action, le soutien, la formation et l'amélioration des compétences dans les personnels techniques des infrastructures. Juste pour information, dans les différents topics, si vous souhaitez, vous voudriez que le Joint Research Center, le JRC, participe au projet, ça se fait après, quand le projet est en phase de sélection, s'il est sélectionné. Donc, dans les sujets, le GRC a manifesté son intérêt possible à un projet qui serait sélectionné, et après, ça va se passer dans la phase de préparation. Est-ce que s'il y a un accord qui se fait entre le projet sélectionné et le JRC. Donc, c'est l'approche pour Horizon Europe. Donc là, qu'est-ce qui est important à avoir en tête? C'est qu'il va y avoir des opportunités pour plusieurs projets en parallèle. On attend d'avoir environ plus ou moins un projet par grand domaine ESFRI, donc environnement. Pour certains domaines comme sciences de la vie, on a plus le médical, plus l'agriculture, health and food. On peut avoir deux projets par sous-domaine. C'est pour ça qu'il y a même chose pour physique, il y a les aspects plus ingénierie, plus par exemple astronomie, etc. Donc c'est pas strictement 6 projets pour les 6 domaines ESFRI, c'est un peu plus flexible. Mais l'idée c'est d'avoir une spécialisation par grand domaine et aussi 2 perspectives. Donc on forme les personnels techniques des infrastructures pour
pour améliorer l'opération des infrastructures. Donc, c'est le bénéfice pour les infrastructures. Mais aussi, on veut aussi avoir la perspective de rendre l'espace européen de la recherche attractif pour les carrières des personnels techniques, des personnels scientifiques qui vont travailler ou contribuer à ces infrastructures, la mobilité. Donc, c'est aussi le bénéfice pour les personnes elles-mêmes. Donc, c'est vraiment important. J'ai mentionné des projets en parallèle. Néanmoins, il y a des types de formations qui pourront être mieux développés en commun. Il y a des besoins un peu horizontaux, tout ce qui est digital, les données. Il peut y avoir des aspects communs entre différents domaines. Donc, c'est important à avoir en tête. Et aussi pour les personnels techniques, on voudrait que les points d'accès aux formations, ça puisse être, il y ait des compatibilités, peut-être même un site internet qui rassemble tout ça pour que ce soit plus facile au personnel technique, même s'il est dans le domaine de, je ne sais pas moi, travaille dans une facilité dans les sciences des matériaux, il peut y avoir des aspects dans le domaine des sciences de la vie qui sont importants pour lui, donc que de la même façon qu'on veut que les utilisateurs d'infrastructures puissent naviguer entre différents services des infrastructures, la même chose pour la formation, donc c'est un point important. Bon, je ne vais pas répéter ça, vous regarderez le contenu du topic, mais vraiment ces deux perspectives, c'est bénéfice aux infrastructures, mais aussi la carrière des personnels techniques, et aussi un domaine seul ou multidomaine, etc. Le deuxième sujet, donc ça c'est quelque chose de récurrent, une fois que les projets sont pu rentrer dans la feuille de route ESFRI, il y a un soutien à la phase préparatoire, et aussi puisqu'on comprend que l'implémentation, il faut aussi un soutien en début d'implémentation, donc c'est les 11 projets qui sont rentrés dans la feuille de route ESFRI sont ciblés par ce sujet. Ok, donc là, ce qui est important, c'est qu'on veut aussi toujours de plus en plus qu'il y ait des synergies entre les différentes infrastructures. Donc les infrastructures ne se développent pas isolées du reste du monde, mais que les synergies, les complémentarités soient vraiment toujours considérées. Là, vous avez la liste des aspects proposés. Et comme pour le prochain, le DEV 03, vraiment un certain nombre d'activités proposées, mais quelles sont celles qui sont les plus importantes pour cette infrastructure-là en particulier pour aller de l'avant. Donc vous avez la liste des 11 projets ESFRI qui sont ciblés, donc ça je vais pas, vous verrez ça dans le programme de travail, dans la feuille de route ESFRI. Donc DEV 03, donc ça cible une infrastructure individuelle. La condition d'éligibilité est rappelée ici, j'ai déjà insisté là-dessus. Et aussi le financement, c'est puisqu'on veut l'engagement des partenaires, des financeurs de ces infrastructures, on veut favoriser la durabilité, donc on ne finance pas 100%, c'est vraiment un engagement des infrastructures et de leurs financeurs qui doivent commencer à être vraiment mis en avant. Donc vous avez un certain nombre de résultats sont attendus de ce projet, donc ils sont mentionnés là. Ils ne doivent pas tous être pris en compte, mais un certain nombre, certainement. Donc là, vous avez un peu la liste des activités possibles. S'il s'agit vraiment de réorienter ou de faire évoluer de façon significative une infrastructure, il faut faire attention vraiment on insiste dans quelle direction. On a Landscape Analysis d'ESFRI qui a été publié, on a un certain nombre d'initiatives au niveau européen, des missions, des partnerships, on a des agendas stratégiques partout. Donc vraiment, si vous réorientez, vous voulez évoluer votre infrastructure, on espère que ça va être pour certaines priorités. Aussi, de plus en plus, vous devez en prendre en compte votre impact environnemental, la gestion des ressources, les liens avec l'industrie et l'innovation. Donc ça, c'est des points je dirais accessoires pour certains. Ça va dépendre de vos infrastructures, mais vraiment faites attention à ça.
Donc ça, j'ai déjà mentionné ça, c'est le soutien vraiment au Forum Esfri lui-même. Je passe pour aller un peu plus vite, pas perdre trop de temps. Ce qui n'est pas dans le programme de travail, c'est ce qui est en bleu en bas de cette diapositive. C'est donc on insiste pour que la proposition et le projet par la suite est vraiment attentif aux besoins d'Esfri qui vont évoluer. Mais quand même, il y a le programme de travail d'Esfri pour les prochaines années et qui donne une indication des besoins d'Esfri déjà pour les 2-3 années à venir. Donc, vraiment consultez cette page parce que c'est là que vous allez vraiment comprendre ce que vous devrez faire par la suite si vous êtes sélectionné pour soutenir le forum Esfri. Ça, donc là, on passe aux actions préparatoires, donc c'est vraiment stratégique pour le futur. On en a 3. Il n'y a pas de conditions d'éligibilité particulières. Donc, le JRC a mentionné son intérêt à participer, à aider dans la deuxième domaine pour l'accès, puisque le JRC offre l'accès transnational à ses propres facilités, a déjà travaillé sur le sujet, donc c'est un acteur qui peut être important. Donc, il a souhaité manifester son intérêt à coopérer avec le projet qui sera soutenu dans ce domaine. Expected outcome, j'ai encadré ce qui est pas seulement pour cette premier domaine qui est l'aspect plan d'investissement et financement de l'opération des infrastructures. C'est valable pour tous, mais c'est vraiment ces actions préparatoires doivent aider les infrastructures, les différents acteurs, leurs propriétaires, ceux qui les financent, en particulier les États membres, pour développer, avoir la connaissance, pour vraiment avoir des stratégies appropriées pour se coordonner mieux et peut-être aligner leurs actions futures pour vraiment avoir ce concept d'écosystème. Donc, les choses se développent, mais c'est coordonné, c'est cohérent, il y a des synergies, etc. Donc ça, c'est valable pour les 3 domaines appelés. Et maintenant, je passe vraiment au domaine le domaine numéro 1. Donc, c'est vraiment aller plus loin par rapport au travail qui a été fait par Esfri, vraiment comprendre les aspects financement et mais par 2 perspectives. Quels sont les besoins des infrastructures? Donc, c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir les infrastructures partenaires dans ce projet. C'est pour ça que c'est essentiel que ce ne soit pas juste un groupe d'experts qui fasse le travail. Quels sont les besoins des infrastructures et leurs besoins futurs? Donc, les infrastructures savent dans quelle direction elles veulent se développer. Donc, et à différentes étapes de leur développement, au début, l'opération, le upgrade, etc. Donc, quels sont leurs besoins? Donc, vraiment, quels sont les besoins d'infrastructure pour différents aspects et à différentes étapes de leur cycle de vie? Et aussi la perspective, qu'est-ce qui est disponible, quels sont les instruments qui existent au niveau national, régional, européen. Donc, c'est ces 2 aspects, les besoins des infrastructures et quels sont les instruments, les types de financement disponibles et si possible, faire que ce soit cohérent et faire le lien entre les 2. Donc, c'est important à développer. On parle beaucoup de synergie, de complémentarité entre les instruments, donc ça c'est essentiel. Et donc on veut comprendre comment ça se passe à long terme et très important puisque souvent on voit des infrastructures qui se sont construites, donc les investissements ont été faits, en particulier les investissements initiaux, mais l'opération est le problème crucial après. Donc ça, cet aspect-là est important. Bon, je ne vais pas revenir sur le détail du sujet. Dans le domaine 2 qui est appelé sur l'accès, il va aussi être question de modèle de financement de l'accès. Donc, c'est pour ça qu'on demande que la proposition sélectionnée sur ce domaine va devoir coopérer avec la proposition sélectionnée en lien avec l'accès. L'accès, donc vraiment, là, on prépare le futur. Qu'est-ce qu'on attend? On veut vraiment une proposition pour
une proposition pour un concept ou plusieurs concepts de à quoi pourrait ressembler un programme d'accès dans le futur. Donc, qui soit flexible, qui soit pour que ce soit pour les utilisateurs, ça apparaisse comme quelque chose de très intégré, qu'on puisse avoir une vue de tout ce qui est disponible pour des besoins très différents, que ce soit pour les communautés scientifiques, la recherche fondamentale ou des recherches plus appliquées, ou même l'industrie ou des utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès à certains outils. Donc ça, c'est vraiment important. On veut aussi comment on va construire ce programme d'accès pour que ça bénéficie aussi à certains pays qui sont ce qu'on appelle les widening countries, qui aient la visibilité pour accéder à ces infrastructures. Donc, on veut, avec cette action, comprendre mieux comment travailler sur la gouvernance d'un tel programme, quels seraient les financements possibles. Donc, une partie du travail, c'est aussi de réfléchir à ce que fait actuellement la Commission avec les États membres, par exemple, avec un comité qui définit les priorités, les options, etc., les financements, quels domaines sont couverts, le balance entre challenge-driven et plus connaissance, frontière de la connaissance, etc. Donc, c'est ces aspects-là. Le reste, je ne vais peut-être pas trop détailler. C'est une répétition de ce qu'on a dans le programme de travail. Mais lisez attentivement le programme de travail, puisqu'on attend vraiment un certain nombre d'activités. Donc, c'est un projet qui va être complexe. L'action 3, donc là, on cherche vraiment à avoir un cadre beaucoup plus stable pour le développement technologique majeur des infrastructures. Donc, les aspects, vraiment les technologies critiques pour les infrastructures, pour les 5, 10 ou plus pour ces infrastructures. On veut éviter la redondance entre différentes infrastructures. Donc, c'est pour ça qu'on ne cible pas une infrastructure en particulier, mais on espère que c'est au sein d'un même domaine plusieurs infrastructures ou, dans certains cas, entre différents domaines. Par exemple, on sait qu'on a dans les sciences des matériaux, on a des infrastructures qui sont très génériques, d'autres qui sont très ciblées biologie, etc. Donc, ne pas penser seulement dans un domaine limité, mais vraiment avoir une perspective plus large. Est-ce qu'on peut avoir des développements conjoints? Est-ce qu'on peut les identifier, faire nos plans pour que les différents acteurs, en particulier les industries, ceux qui vont nous fournir des services technologiques, aient une visibilité et puissent s'engager dans certains développements pour répondre aux besoins des infrastructures. On veut certains mécanismes pour que ce soit... On sait qu'on a nos grands acteurs des infrastructures, on a une conférence internationale Big Science Forum, donc on sait quels sont les grands acteurs, mais on veut aussi qu'il y ait des mécanismes pour ouvrir des infrastructures un peu moins importantes pour l'instant, mais qui vont se développer dans le futur et qui ont besoin d'être un peu intégrées, que ce ne soit pas un club fermé. Donc ça, c'est très important, et la proposition doit être convaincante sur ces aspects-là. Bon, là, les conditions ce ne sont pas des conditions on a des conditions d'éligibilité, mais comme j'ai déjà mentionné, on veut aussi un certain rôle au minimum ces deux infrastructures clés, donc c'est important de l'avoir On veut aussi couvrir un maximum de domaines ESFRI quand ça se justifie. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'aspects qui sont à couvrir. Donc là, c'est vraiment le address all of the following impact. Le all est important. Donc, c'est l'aspect roadmap. Où est-ce que les différentes roadmaps, si elles existent, ont des parties communes, quels sont les blocs sur lesquels on peut construire des développements technologiques, quels sont les besoins futurs, les aspects de standardisation, d'interopérabilité, y compris des aspects de formation des personnes techniques et on inclut aussi le management des infrastructures, puisque tout ce qui est propriété intellectuelle, des éléments de sécurité,
Ça, c'est important et ça doit être géré au niveau de la gestion de l'infrastructure. C'est pas uniquement technique. Comment interagir entre les infrastructures et l'industrie, les liens avec l'industrie, etc. Donc tout ça, ça doit être pris en compte et je pense que j'arrête là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Agnès. Bon, on a un peu dépassé le temps, mais je pense que c'était important pour tout le monde de comprendre l'intérêt et les orientations de cette première destination InfraDev. En particulier, vous avez bien compris que InfraDev 01 et InfraDev 05 préparent en gros l'avenir de vos infrastructures dans le prochain programme cadre. Donc, n'hésitez pas à participer dans ces projets parce que je pense que c'est super important pour les infrastructures elles-mêmes, pour le fonctionnement, pour l'accès, pour le développement du personnel, pour le financement. Donc, tout ça, ça va être d'une grande aide et pour la Commission, et pour vous, et pour nous tous, pour préparer aussi le positionnement des infrastructures dans le prochain programme cadre aussi. Et Elena, oui. j'ai oublié un point très important. Pour les actions préparatoires, l'action préparatoire pour l'accès, on envisage des actions de suivi dans le programme de travail 2026-2027. Je suis désolée, c'était très important, du coup je l'ai oublié. On envisage des actions de suivi en 2026-2027 et il va être important que les propositions qui candidatent pour le domaine de l'accès soient prêts à coopérer dans le futur avec des projets qui seraient lancés en 2020, suite aux appels 2026, puis éventuellement en 2027 des pilotes d'accès. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Dans la journée d'information de lundi, on va insister là-dessus. Il va y avoir des accès, on prévoit, on a des idées de sujets sur comment mieux développer les catalogues de services par grand domaine, avoir des pilotes pour l'accès. Et donc, prenez ça en compte. Il va y avoir besoin de flexibilité pour collaborer avec des projets qui seront légèrement décalés dans le temps, mais qui, en gros, fonctionner en parallèle avec l'action. Voilà. Très bien. OK. Bah, écoutez, moi, je vous propose d'aller directement maintenant à la destination EOSC parce que nous avons, comme je dis, dépassé un peu le temps. Mais de toute façon, Agnès, normalement, elle reste avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire, donc pourra répondre à vos questions aussi à la fin. Et donc, je laisse la parole à je passe la parole à Volker Beckmann, donc notre collègue au SSRI au ministère, donc qui coordonne cette action EOSC France et participe aussi au directoire de l'EOSC. Volker, c'est à toi maintenant. Merci. Oui, merci. Smile, tu peux arrêter le partage des slides? Merci. Voilà, un instant. Voilà, c'est visible? Oui, très bien. Merci Elena pour cette introduction. Voilà, Destination Infra EOSC. C'est toujours nécessaire de focaliser qu'est-ce que nous voulons faire avec Infra EOSC. Alors ça, c'est la standardisation des données des services. Alors fairisation, findable, accessible, interoperable, reusable, ça sont les mots-clés. Et de développer les outils et les services pour partager les services, les données, etc. Les résultats de vos recherches au niveau européen. Et de créer, ça c'est le deuxième point, ça c'est la création d'infrastructures fédérées. Ça c'est les EOS Federation. Et troisième, ça sont toujours les compétences et les expertises dans le contexte des sciences ouvertes. Voilà, ça sont les trois grands axes et ça c'est toujours aussi visible dans le programme de travail. Alors cette année, nous avons 5 appels. Il y a un appel, le premier c'est pour la création des fédérations des EOS, participer dans la création des fédérations des EOS. Deuxième, c'est fédérisation des données. Et après, il y a 2 appels avec les IA. Alors 03, ça c'est pour utiliser les IA pour fédériser les données. Et 05, c'est pour utiliser les IA pour analyser les données dans le contexte des EOSC. Et il y a les appels 04 pour les compétences, les expertises dans le contexte de la science ouverte.
Voilà. 0,1, ça c'est, comme j'ai dit, ça c'est pour participer dans la création de la fédération des EOSC, alors de proposer un nœud thématique ou infrastructure dans le contexte de la fédération des EOSC. Et c'est nécessaire dans ce contexte, et pour tous les appels des EOSC, c'est toujours nécessaire de garder qu'est-ce qui était déjà fait. Alors, j'ai mis les liens vers les différents projets des EOSC dans cette slide. Voilà, c'est vraiment nécessaire si vous avez une certaine thématique de garder qu'est-ce qui était déjà fait. Voilà, d'intégrer peut-être certains services dans votre proposition. C'est aussi nécessaire de garder les EOS Federation Handbook pour les règles de création d'un nœud dans la fédération des EOSC. Et voilà, et d'avoir vraiment quelque chose de pratique. Vous voulez intégrer dans la fédération un certain service, certaines données pour une thématique un peu plus large, pas très spécifique, mais plus large, ou un aspect géographique plus large qui est seulement une petite partie d'un pays. Voilà, il y a aussi, à travers de cet appel, il y a aussi la possibilité de third-party funding. Et si vous voulez connaître qu'est-ce qui est un nœud, alors il y a maintenant 13 nœuds qui sont en train d'être intégrés dans la fédération des EOSC. En France, par exemple, Dataterra et Panosc avec ESRF. Et vous pouvez regarder qu'est-ce que ça veut dire être un nœud dans la fédération. Voilà, le budget est significant. Il y a 4 projets prévus avec 7-8 millions d'euros chacun. Et voilà, si vous voulez répondre à cet appel, c'est nécessaire de garder tous les aspects mentionnés ici. Alors, par exemple, la possibilité d'intégrer services des autres partenaires. Alors, si quelqu'un a donné dans le contexte de votre nœud thématique, par exemple, c'est nécessaire d'être capable d'intégrer ce type de données ou de services dans votre nœud. C'est aussi nécessaire d'être capable de travailler avec les EOS IONODE, ça c'est le nœud de référence de la fédération des EOSC. Voilà, avec les aspects AI, etc. Voilà, c'est nécessaire de regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la fédération des EOSC. C'est toujours aussi, comme nous sommes en train d'améliorer ce processus de créer la fédération des EOSC, c'est aussi nécessaire de travailler avec les partenaires existants sur les guidelines de création de nouveaux nœuds. Et il y a toujours aussi cet aspect de formation des collègues dans ce contexte. Voilà, 0,2, ça c'est pour la fédérisation des données, ça c'est très typique. Alors il y avait presque tous les ans dans le programme de travail, il y a cet aspect fédérisation des données. Là, c'est vraiment nécessaire de garder qu'est-ce qui a été déjà fait, de ne pas dupliquer une proposition. Alors ça, c'est très, très important. Il y a toujours l'aspect, voilà, Fair by Design, Digital Objects, il y a l'aspect formation, maintenant, il y a aussi nécessaire de garder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau européen dans l'espace de données. Alors, Common European Data Spaces, par exemple, European Health Data Space, Green Deal. Si vous êtes dans un certain domaine, c'est nécessaire de garder s'il y a un lien avec un espace de données européen et de créer les contacts et des collaborations avec ça pour intégrer ça dans votre proposition. Et c'est toujours nécessaire de ne pas seulement travailler dans votre domaine, mais d'avoir une approche cross-sector, alors de garder un peu les domaines qui sont proches de votre domaine et où ça c'est nécessaire de connecter vos services. Voilà, c'est aussi prévu d'avoir les connexions avec certains projets existants ou en préparation qui sont listés là. Voilà, 0,3, ça c'est le premier appel pour IA et EOSC en 2025. Ça c'est, comme j'ai dit, l'utilisation des IA pour fériser les données. Comme ça c'est dit ici, the use of AI and machine learning can significantly help in the process of verification. Ça c'est vraiment le focus ici. Et encore, c'est nécessaire
aussi d'être capable d'intégrer les services à la fin dans la fédération des IOSC. Alors, vous proposez quelques services et à la fin, c'est nécessaire d'être capable d'intégrer ça avec le EOS UNode ou avec un autre nœud existant, mais EOS UNode, ça c'est le nœud référence ici. Et aussi là, il y a une longue liste des services qui sont nécessaires pour répondre à cet appel. Voilà, de connecter avec les EOS UNode, d'avoir de proposer les services qui sont ouverts. Alors, vous devez devoir utiliser les solutions IA qui sont ouvertes et partageables. Il y a aussi cet aspect de mesurer automatiquement la qualité des données FAIR à travers vos outils et de proposer les plateformes technologiques qui sont utilisables pour autres chercheurs dans ce contexte. Voilà, et après, il y a toujours cet axe des formations, alors d'établir un centre de compétences pour EOSC et IA ou Machine Learning. Voilà, ça c'est 0,3. Après, 0,4, ça c'est les axes expertise, compétences dans le contexte sciences ouvertes et fédérisation des données. Aussi là, il y a la possibilité de financer autres partenaires, third-party financing au niveau de 60 kg par partenaire. Et ça, c'est voilà, un développement améliorer la situation des career paths pour data stewards, pour experts dans le traitement des données. Voilà, ça c'est pas pour créer les formations, mais pour connecter les centres de compétences, les formations existantes. Voilà, parce que ça c'est un CSA. Alors ça c'est pour soutenir les actions qui sont déjà en route. Et il y a seulement un projet prévu, alors c'est nécessaire aussi de connecter avec un grand nombre d'autres partenaires au niveau européen. Et là, il y a le expected outcome. Voilà, alors de développer les curricula pour les data stewards, d'améliorer les compétences et les expertises au niveau européen et de travailler sur la formation dans le contexte des sciences ouvertes et de créer ou d'étendre les compétences, les réseaux de compétences. Voilà, aussi là, c'est nécessaire de garder qu'est-ce qui a été déjà fait, Skills for EOS Fair Impact, par exemple, mais aussi de connecter un peu qu'est-ce qui se passe au niveau mondial avec Quora et c'est évident de connecter aussi avec la Fédération des EOSC. Voilà, EOSC 05, ça c'est 4 grands projets avec un budget total de 37,5 millions d'euros. Et ça, c'est pour utiliser les IA dans trois axes. Alors, encore cette estimation de la qualité des données de recherche avec les outils des IA, aider les infrastructures de recherche d'améliorer leurs données, la fairness de leurs données, et d'avoir un pilote, un cas d'usage dans ce contexte. Et ça, je crois que ça, c'est très attractif et très important. Et aussi là, il y a les axes formation, community engagement and support programs. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est nécessaire seulement d'attaquer un des différents points mentionnés ici. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un projet qui couvre tous. Mais par exemple, il y a mentionné d'avoir les cas d'usage pour la biologie, astronomie, material sciences. Voilà, si vous travaillez dans ce domaine, c'est évident peut-être de développer l'utilisation des IA dans le contexte des EOSC sur ce domaine. Il y a aussi les axes Complex Time Series Data. Alors, et
oui, développement des matériels ou oui, prévision des nouvelles matériels, mais aussi les axes médical, advanced drug design, et molecular modeling. Et à la fin, il y a un point qui couvre un peu tous les points, simulate complex systems and phenomena. Voilà, il y a aussi là, il y a par exemple la physique, chimie, écologie. Voilà, il y a beaucoup de possibilités pour vous dans vos domaines d'être dans ce contexte de cet appel. Également, là aussi, c'est nécessaire de garder qu'est-ce que nous avons déjà fait avec AI for EOSC, iMagine, etc., et d'avoir un lien avec les autres appels infra-EOSC 03, alors les développements des AI pour faire les données. Voilà, ça c'était les 5 appels. Encore, c'est très important de regarder qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des EOSC. Alors, cette création de la fédération des EOSC, alors d'avoir un peu de connaissances, qu'est-ce qui se passe, mais aussi quels sont les 30 projets qui sont déjà existants. Vérifier si vous êtes dans un certain domaine, qu'est-ce qui a été fait déjà dans ce domaine et peut-être créer les contacts avec le projet pertinent. Et c'est toujours nécessaire de demander qu'est-ce que est la valeur ajoutée de votre proposition pour les EOSC. Alors, pour le partage des données, pour le partage des services au niveau européen, et pas seulement pour développer quelque chose pour votre domaine, pour votre recherche. Et pour ça, vous mentionnez ça toujours, mais c'est vraiment cette opportunité de parler avec nous. Si vous avez une proposition, voilà, vous parlez aussi avec d'autres experts, mais nous sommes là aussi pour donner un peu notre avis. Si vous avez les doutes et voilà, peut-être mentionner quelques mots-clés et d'attaquer vraiment les questions des EOSC dans ce contexte. Voilà, ça c'était tous de ma partie. Merci. Merci beaucoup, Volker. Donc, nous avons peut-être quelques minutes pour les questions, si vous avez des questions tout de suite à Volker. Sinon, on pourra poser des questions à la fin du webinaire. Donc, je ne vois pas de questions dans le chat. Je pense que si vous n'avez pas de questions tout de suite, on passe donc à une destination suivante. Donc, ça va être InfraServe. Ismaël, merci de projeter maintenant les slides sur InfraServe. Nous avons prévu dans le programme que éventuellement, donc on ne voit toujours pas les slides. Voilà. Agnès, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur InfraServe en introduction de cette destination par rapport à ce que tu as déjà dit? Ismaël, ça va être slide numéro 12, je pense. Là. D'accord. Donc, parfait. Donc, Agnès, si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Oui, je peux juste mentionner, donc oui, merci pour montrer les différents sujets. Donc, ce qui est important, c'est de faire la distinction donc, entre les deux premiers InfraServe qui sont pour des défis sociétaux et les deux derniers qui sont plutôt connaissances fondamentales, parce que la flexibilité pour améliorer, voire développer plus certains services, certains accès que vous proposez, c'est beaucoup plus restreint pour le Frontier Knowledge, puisque là, on considère qu'on donne de l'accès à ce qui existe. Il peut y avoir certaines adaptations, mais elles doivent être mises à disposition d'ici la fin du projet, alors que lorsqu'on cherche à améliorer pour adresser des défis sociétaux, des choses spécifiques entre plusieurs infrastructures, il y a un peu plus de flexibilité. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi un point... C'est surtout le slide 10, pardon. Si on pourrait revenir en arrière comme ça, et le tableau. Voilà.
ou 11 avec le tableau. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour le dernier bottom-up, c'est important aussi de regarder qu'est-ce qui a été couvert par les calls infraserve récents. Donc on a une liste de domaines. Donc on appelle des domaines explicitement spécifiques dans le SERV 03. SERV 04, c'est bottom-up, mais pas totalement, puisqu'on ne doit pas refaire ce qui a déjà été fait dans le programme de travail précédent. Donc vraiment, faites attention à ça. D'accord. Ben, merci. Comme ça, en fait, on va attaquer directement InfraServe. Non, là, pas encore Infratech. On va attaquer chaque appel dans la destination InfraServe. Donc, si on peut revenir à slide 13, 12, voilà, parfait. Donc, là, je vous donne un peu de détails sur chaque appel de cette destination. Donc, vous avez InfraServe 01, comme on a dit juste avant, donc, c'est l'accès aux infrastructures dans le domaine de santé. Ici, vous avez les critères d'éligibilité en rouge. Ils sont assez classiques, donc je ne vais pas répéter. On attend donc 3 projets dans cet appel. À peu près, le financement, c'est à peu près 10 millions par projet. Et comme on a dit, ça doit être la fourniture d'accès aux services existants. Donc, le développement des services nouveaux ou améliorés pour une utilisation à moyen terme, donc 2-3 ans, peut être également soutenu lorsque cela est dûment justifié. Par exemple, pour répondre aux besoins identifiés dans l'analyse de paysage, infrastructure de recherche européenne, par exemple, ou dans d'autres agendas scientifiques de recherche, notamment des missions du pilier 2 d'Horizon Europe ou de partenariats européens. Ça, c'est important parce que ça montre que les infrastructures de recherche ne restent pas dans leur sauce, mais elles servent aussi la recherche collaborative dans le pilier 2 et dans les partenariats. Donc, c'est important de garder ça en tête. L'utopique, en revanche, ne soutiendra pas la recherche et développement à plus long terme. D'accord? Donc, ici, vous avez un peu plus de détails sur cet appel. Donc, comme on vient d'évoquer, il y a 3 domaines cibles dans l'appel. Premier domaine, c'est donc recherche et développement de contre-mesures médicales pour la réponse aux épidémies. Domaine 2, c'est recherche clinique dans le domaine pédiatrique. Domaine 3, c'est la recherche sur le lien entre les facteurs environnementaux et la santé humaine. Donc, c'est là où il faut se focaliser. Vous allez avoir les détails des attendus dans le programme de travail. Ce qui est important ici, encore une fois, c'est d'avoir dans les propositions au moins un landmark esprit ou un ERIC en tant que bénéficiaire. Et vous avez la même possibilité comme dans le programme de travail précédent pour un ERIC distribué. C'est une entité juridique qui héberge des installations de ressources et des services connexes de l'ERIC peut participer en tant que bénéficiaire. Dans ce cas, il faut avoir une déclaration signée par le représentant légal de l'ERIC qui va confirmer que l'ERIC soutient cette participation. Donc, InfraServe 02, c'est la slide suivante. Voilà, ici, vous avez un accès qui cible les défis prioritaires européens. L'objectif est le même, c'est fourniture d'accès aux services existants des infrastructures de recherche, le développement de services nouveaux ou utilisation à moyen terme de 3 ans peut être soutenu si c'est clairement justifié. Et donc, on ne soutient pas ici la recherche et développement à plus long terme. On atteint ici 4 projets avec la contribution européenne de 5 millions d'euros par projet à peu près. Sur la slide suivante, vous avez l'explication un peu plus détaillée des projets. Donc, pareil, ici, nous avons les défis et les priorités européens qui seront soutenus dans le cadre de ce projet pour 4 domaines.
Donc, vous avez la biotechnologie avancée et la biofabrication, domaine 1. Domaine 2, c'est donc l'accès à de nouveaux radionucléides et de nouvelles installations. Domaine 3, services et infrastructures de recherche pour améliorer la compréhension et la prévision des changements climatiques futurs et de leur impact. Et domaine 4, infrastructures de recherche pour les nouveaux carburants d'aviation et les technologies de combustion. Donc, vous voyez ici, pareil, il faut impliquer les Landmark, Esri ou Eric en tant que bénéficiaires. Ce qui est intéressant ici par rapport à l'appel précédent, c'est que ici aussi, vous devez prendre en compte les pays de widening. Donc, il faut inclure un plan de sensibilisation et d'engagement visant à faire connaître les services aux communautés de recherche ciblées, notamment dans ces pays widening, et aux industriels concernés, y compris les PME. Donc, InfraServe 03, c'est donc la recherche à la frontière des connaissances. Ici, ce que différent par rapport aux deux appels précédents, c'est qu'il y a le taux de financement à la hauteur de 80% des co-éligibles. Donc, c'est-à-dire que compte tenu du taux de financement de ces appels, l'appel vise à favoriser la durabilité du système d'accès. Donc, c'est ce que Agnès a évoqué au début de ce webinaire. Il faut que soit les infrastructures de recherche elles-mêmes, soit les tutelles participent donc à ce cofinancement à la hauteur de 20%. Ici, nous attendons, là, il est attendu 2 projets à la hauteur de 10 millions de contributions européennes par projet. Et donc, sur la slide suivante, vous avez un peu plus de détails. Que ce qu'on attend dans ce domaine, on attend en fait dans cet appel, on attend les projets dans 2 domaines. Le premier domaine, c'est environnement, chimie dynamique de l'atmosphère. Et domaine 2, c'est sciences physiques, ingénierie, physique des hadrons. Donc, on précise que pour le domaine 2, il faut chercher donc les liens transversaux et identifier les développements communs avec les communautés voisines dans le domaine de la physique nucléaire et des particules, en s'appuyant sur les travaux des récents projets Horizon, le cas échéant. Pareil, donc il faut avoir au moins un Landmark Esri ou un ERIC en tant que bénéficiaire dans le projet. Et aussi, il est fortement conseillé d'avoir un plan de sensibilisation et d'engagement visant à faire connaître activement les services et communautés de recherche de ces projets au pays de widening. Donc, et on répète encore une fois que ici, c'est 80%, le taux de financement européen est au niveau de 80% des coûts éligibles. InfraServe 04, c'est donc l'appel le plus ouvert, on dirait, de tous les InfraServe, mais encore une fois, il est quand même un peu ciblé. Donc, nous attendons ici, la Commission attend 5 projets financés à la hauteur de à peu près 5 millions d'euros par projet. En même temps, vous voyez que le budget prévu aujourd'hui, c'est 20 millions. Donc, c'est-à-dire que cet appel va être très compétitif. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est attendu dans le texte du programme de travail. Pareil, ici, le taux de financement est prévu à la hauteur de 80% des coûts éligibles. Sur la slide suivante, vous avez un peu plus de détails. Et ici, on précise que donc, c'est un appel plutôt ouvert bottom-up, mais on précise quels sont les domaines qui seront exclus de cet appel. Ce sont donc les domaines qui ont été déjà financés dans le cadre du programme de travail 2023-2025 d'Horizon Europe ou encore avant. Donc,
Ce que exclut, c'est, vous voyez ici, les domaines environnement, biosphère, biodiversité, écosystème terrestre, y compris les forêts, sciences physiques, ingénierie, astronomie et physique des astroparticules, arts et sciences humaines, environnement chimique et dynamique de l'atmosphère, sciences physiques et ingénierie, physique des particules et physique nucléaire. Donc, tout ça, c'est écrit clairement dans le programme de travail. Simplement ici, on vous donne un aperçu plutôt général. Les détails sont dans les textes. Ici aussi, il faut faire attention aux pays de widening. Donc, il faut inclure un plan de sensibilisation et d'engagement visant à faire connaître les services de ces infrastructures aux communautés des pays de widening. Sur la slide suivante, je vous donne juste une idée générale euh, euh, sur le retour de l'expérience des appels infraserves, parce que nous avons déjà eu quand même plusieurs vagues d'appels infraserves dans le programme Horizon Europe. Donc, ce qui est important, c'est comme vous voyez ici, dans les plus, c'est qu'il faut, il faut regarder que vos impacts, vos résultats couvrent tout ce qui est écrit dans le programme de travail, correspondent au maximum aux attendus du programme de travail. Il faut aussi que les propositions personnalisent et développent davantage les services des infrastructures de recherche afin de répondre aux besoins dans ce domaine. Il faut absolument montrer les liens appropriés et des complémentarités avec les initiatives existantes, telles que les programmes stratégiques, par exemple Roadmap ESFRI, ou d'autres projets qui existaient déjà et étaient déjà financés dans le cadre de Horizon Europe. Il faut aussi faire attention s'il y a des liens nécessaires avec le pilier 2 ou les partenariats. Il faut pas oublier, il faut absolument prendre ça en compte dans votre projet. L'accès aux infrastructures dans le cadre d'InfoServe, c'est le point clé. Donc, il faut donner l'accès à des nouveaux utilisateurs, aux chercheurs en début de carrière, les chercheurs d'autres secteurs, mais il faut veiller à ce que ces nouvelles activités ne se fassent pas au détriment des services d'accès déjà existants et déjà surchargés. Donc, il faut aussi faire attention au fait que vous incluez dans vos projets les meilleures installations européennes et dans certains cas même uniques en infrastructure de recherche. Et il faut faire attention au fait que votre budget prévu dans le cadre de votre projet doit être bien justifié et correspondre aux besoins et il doit être pertinent et convaincant. Donc, les points négatifs ici sont assez classiques. Donc, si les objectifs sont vagues, la méthodologie n'est pas claire, la définition des communautés n'est pas suffisante et il y a des lacunes dans les aspects interdisciplinaires, dans les principes de partage de données. Donc, tout ça, ça va être certainement négatif dans l'évaluation de votre projet. Et les questions que vous devez vous poser, c'est en fait les questions qui correspondent au texte du programme de travail. Déjà, il faut bien comprendre le cible de l'appel. Il faut voir si votre proposition correspond à ce que cet appel vise. Est-ce que vous êtes crédible par rapport aux objectifs? Est-ce que votre plan de mise en œuvre est à la hauteur des ambitions du projet? Donc, encore une fois, il faut regarder aussi au budget que vous sollicitez. Est-ce que c'est crédible par rapport aux objectifs que vous allez atteindre? Est-ce que vous avez mobilisé toutes les ressources disponibles au niveau européen? Donc, on parle ici encore une fois, des infrastructures ESFRI, des ERIC, d'autres projets Horizon Europe, partenariats et les projets du pilier 2. Est-ce que dans les principes de gestion de vos résultats et de données, tout est clair? Est-ce que vous avez pris en compte les questions éthiques qui doivent être abordées aussi dans le cadre de votre projet? Concernant, juste une chose, concernant les
donc les partenariats, les appels du pilier 2, tout est clairement indiqué normalement dans l'appel de projet. On vous donne les noms de projets avec lesquels il faut faire le lien. On vous indique en fait tout. Il faut vraiment faire attention à toutes les informations. Tout est là-dedans. Et juste pour vous préciser une chose, dans le cas d'InfraServe, il n'est pas nécessaire d'inclure un plan d'exploitation et de diffusion des résultats, étant donné que l'objectif principal des actions InfraServe est la fourniture des services. Voilà. Donc, je pense que pour InfraServe, je m'arrête là. On passe à la slide suivante. C'est donc InfraTech. Avant de passer Elena, peut-être... Elena, Oui, nous avons une question. Je ne sais pas si on la prend tout de suite ou si oui. on prend les questions tout à l'heure. Voilà, C'est pour je pense InfraServe. que c'est pour InfraServe. Peut-être on peut regarder tout de suite Ça marche. la question. C'est Gladys Diaz qui pose la question suivante. Est-ce que les pays de l'Amérique latine, Mexique, Brésil, par exemple, peuvent être considérés comme des bénéficiaires de l'appel InfraServe 0104? Donc, InfraServe Alors, 0, pour rappel, Mexique, Brésil ne sont pas pays associés. Ils ne sont pas aussi dans les pays low incomes. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont dans la liste des widening? Je ne sais pas. Ah ben, on peut demander à Agnès si elle peut peut-être nous donner sa vision ou pas. Agnès, je suis désolée pour la question. Pardon, j'arrive. Oui, d'accord. Oui, Donc, attendez, je regarde ce qu'on dit dans l'eligibility conditions. donc, Mexique. oui, hum, je vérifie parce que j'aime toujours mieux vérifier avec le domaine lui-même, avec le topic. c'est écrit que le Mexique Oui. are exceptionally eligible for Voilà, funding. Mexique et Brésil, oui. Ouais. Donc, c'est bon, ils peuvent. Ça marche. Et Chili aussi, oui. Oui. OK. OK. On a une autre question aussi sur InfraServe. Quelle part du financement dédié à la fourniture d'accès versus les autres activités? Participant sur le GEC, il a été... Oui, oui. Donc, théoriquement, on n'indique pas de part respective de budget, ce qui est accès, ce qui n'est pas accès. Néanmoins, la raison d'être de cette destination, c'est de fournir de l'accès. Donc, sauf à supposer que le coût d'accès est très très faible, auquel cas on peut s'attendre à ce que la balance soit pas forcément en faveur des coûts d'accès. Néanmoins, vous attirez l'attention, si c'est le cas, vous attirez l'attention des évaluateurs. Est-ce que vraiment la priorité de ce projet est de fournir de l'accès ou pas? Donc moi, je serais très prudent sur comment le budget apparaît pour les experts qui vont évaluer les propositions. Et si vous avez, je ne sais pas moi, 10% des coûts qui vont à l'accès et tout le reste, c'est développement, amélioration de vos services, je pense que ça va un peu attirer l'attention des évaluateurs et vous risquez d'être pénalisé parce qu'ils vont peut-être considérer que ce que vous proposez comme accès n'est pas réaliste et que vous ne suivez pas les priorités de cette destination. Donc, au moins 50%, peut-être un peu plus, si Ouais. possible. Ou justification. Ou justification très forte, oui. Très convaincante. Ouais. Participation du GRC. Dans une proposition InfraServe, faut-il malgré tout mentionner l'intention d'impliquer le GRC? Bien sûr. Alors, si c'est une intention, oui, mais comme après, ça va être une discussion avec le JRC, vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment de dépendance. Si vous n'avez pas le JRC, votre proposition va paraître amoindrie. Donc, si vous considérez, si dans la proposition, l'intérêt du GRC vous paraît importante et vous voulez y répondre positivement, oui, mentionnez-le, ça ne peut pas nuire. Mais faites attention que tout ne doit pas dépendre du GRC.
Très bien, merci. Étudier la pérennisation du programme d'accès est-elle une activité éligible dans un projet InfraServe alors que ce type d'activité semble déjà couvert dans InfraDev? Alors, je pense que c'est important d'avoir, donc c'est pas le principal objectif, mais néanmoins d'avoir certaines activités qui permettent d'être prêt au cas où il y aurait un programme d'accès, d'être prêt à fournir de l'accès. On ne sait pas quand auront lieu des pilotes, si les pilotes seront dans le domaine concerné. Donc, je pense d'avoir l'idée, c'est de tout faire pour avoir un programme d'accès un peu plus pérenne au niveau européen, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je pense que c'est important néanmoins dans ces projets-là qu'il y ait une idée de comment on va pouvoir, quand le jour où le projet se termine, tout ne tombe pas à l'eau parce qu'on n'a plus le financement européen. Oui. Je pense que ça Et peut être en même temps, oui. on espère quand même que grâce au projet pilote InfraDev, on va trouver la solution comment faire le financement d'accès à plus long terme. Mais ça Oui. va être encore dans l'avenir pour le futur programme cadre éventuellement. Alors, je pense que vu qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat, et si personne ne lève la main maintenant, je pense qu'on va passer directement à la destination InfraTech. Donc, Agnès, et encore une fois, si tu as quelques remarques particulières ou on Non, passe non, non. directement au slide. Oui, oui, vas-y. D'accord. OK, très bien. Donc, je laisse la parole à Pascal Vaury. Merci, Pascal, pour ta présentation de cette destination. Merci, Elena. J'avais préparé donc un slide qui récapitule l'ensemble des appels avec la somme en fait, du budget total et du nombre de projets total prévus sur Infratech. Maintenant, on va rentrer euh, donc ouverture, donc c'est le 6 mai. Hein, on l'a rappelé tout à l'heure, les work programmes viennent d'être publiés et ils sont disponibles sur le site Horizon Europe. Le lien, vous pouvez donc y aller directement, mais sinon le lien sera inclus dans un des derniers slides de cette présentation. Et la clôture est le 18 septembre. Alors, je ne sais plus si derrière on avait quelque chose qui permet. Ouais, non, on attaque directement. Alors, Smile, est-ce que tu peux remonter un tout petit peu, s'il te plaît, juste au slide précédent, juste pour faire quelque chose d'un petit peu global? C'est bon, Pascal? Non, je ne vois pas le slide précédent, Smile. En gros, c'était le tableau avec l'ensemble des slides. L'ensemble, pardon, des appels. Bon, en gros, c'est pas grave. Grosso modo, à moitié de budget, à quantité de budget égale, les deux premiers Infratech sont plus dans l'axe du développement et de l'implémentation des roadmaps, mais avec à l'inverse du programme précédent, quelque chose qui est très axé sur l'environnement et l'empreinte climatique. Et dans le développement, c'est plus la collaboration avec l'industrie, que ce soit les SME ou les grosses entreprises, qui est mise en évidence. Pour les deux derniers appels, donc Infratech 3 et Infratech 04, c'est plutôt l'AI qui est mise en évidence, enfin qui est mise en œuvre avec le fait de se servir de l'AI pour faire des simulations dans le premier appel, donc Infratech 03, avec une direction bien précise sur la destination Earth, sur le climat, et puis dans l'Infratech 04, c'est un tout petit peu plus ouvert, mais c'est quand même très dirigé sur les digital twins, dont le Destination Earth, c'est un des piliers. Alors, on va passer à Infratech 01. C'est bon, vous voyez le... Oui, on voit bien maintenant. Merci, Ismaël. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, Infratech 01, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible, mais en essayant en même temps de rien laisser de côté. Bien sûr, comme on le dit et on le répète, le juge de paix, la Bible, c'est quand même le work programme.
Mais j'ai essayé de résumer tout ça. Donc, Infratech 01 le consortium doit absolument intégrer deux différentes infrastructures de recherche. Donc, Landmark Esri ou ERIC. Et puis, c'est aussi une destination où le fait d'impliquer le JRC est susceptible d'être fait. Donc, l'objectif, c'est de fournir des solutions. Non, excuse-moi. L'objectif, c'est de fournir des solutions innovantes, mais cette fois-ci pour réduire l'empreinte environnementale climatique des IR, avec une optimisation de la consommation des ressources en énergie, de réduction des impacts environnementaux, mais toujours, ça c'est une constante, l'augmentation de la pérennité ou de la soutenabilité à long terme de l'infrastructure dans son écosystème. L'idée, c'est vraiment une pérennisation. Voilà. Les différents scopes, donc nouvelles solutions et technologies, avec un focus sur l'efficacité de la collecte, du traitement et des accès aux données, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. La formation du personnel aussi, qui est quelque chose qui est très, comment dire, qui a été insistant. Donc, assurer une intégration écologiquement efficace, c'est quelque chose qui est relativement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de focus en disant il faut réduire la consommation ou il faut réduire l'empreinte en CO2, par exemple. C'est quelque chose qui est laissé, qui sera jugé en fait dans les propositions. Voilà. Alors, Infratech 02. Infratech 02, donc, c'est l'implémentation des roadmaps technologiques, en fait, des feuilles de route technologiques qui existent déjà dans les IR, mais avec un focus sur le soutien, la collaboration avec l'industrie, le co-développement, la co-création, etc. Donc, il y a deux aspects là-dessus. Donc, il y a le fait de travailler avec deux infrastructures de recherche. Il y a un support aux tierces parties avec une petite exception par rapport à ce qui se fait habituellement avec une limite à 60 kg. Ici, la limite à 60 kg est dépassable avec une justification. Et donc, on a la possibilité aussi de faire un PCP, un Pre-Commercial Procurement, pour développer un design, créer des prototypes ou faire des tests. Donc, toujours compétitivité scientifique, mais avec un focus sur les défis scientifiques et les priorités de l'IE. Toujours l'intégration dans les écosystèmes d'innovation, hein, puisque là, on parle d'innovation. Il y a deux aspects. Donc, il y a un aspect vers les PME et il y a un deuxième aspect vers les boîtes plus grosses, vers les grosses industries. Voilà, on parle de co-développement et de technologies avancées. Donc, dans les scopes, donc, impliquer les IR avec des partenaires industriels, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prototyper des méthodologies, des protocoles ou des instruments de performance, c'est là que le PCP entre en jeu. Développer des technologies ou des techniques fondamentales identifiées dans les feuilles de route, focalisées sur l'efficacité des ressources. Et encore une fois, il n'y a pas de focus précis sur il faut économiser tant. C'est au projet de définir les axes sur lesquels il veut travailler. Il y a encore une deuxième, je ne sais plus si sur Infratech 02, il y a une deuxième feuille pour les porter. Ah, je vous ai perdu. Non. Smile, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, Infratech 03. Là, on rentre dans l'aspect développement d'intelligence artificielle. L'Infratech 03 est vraiment axé sur tout ce qui est climat et Destination Earth. Il y a un autre
contrainte qui est que les projets qui veulent utiliser ce qui est observation satellite doivent utiliser Copernicus ou Galileo. L'idée, donc ce sont des lump sum pour ces appels-là, et l'objectif est de développer quelque chose en TRL7, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers de ces niveaux de technologie, comment dire, readiness, enfin bref, de niveau de technologie, ça signifie la démonstration d'un prototype ou d'un système dans un environnement opérationnel. Hein. C'est pas quelque chose de test ou quelque chose dans un environnement plus simple, c'est vraiment l'objectif, c'est quelque chose d'opérationnel. Donc l'idée, c'est d'alimenter des simulations grâce à l'IA en soutien à l'initiative Destination Earth. L'idée, c'est d'avoir des évaluations d'impact local qui sont générées en fait, par l'IA à partir de scénarios à grande échelle. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre une simulation globale de la Terre, mais pour faire une simulation sur la Méditerranée, par exemple, en mettant en œuvre la fusion de données en temps réel et le déclenchement des visualisations et des autres services grâce à l'IA. L'objectif final de ça, c'est de permettre de traduire des demandes d'utilisateurs non techniques en scénarios concrets, et qui soient mis en œuvre de façon simple. Et puis, de façon un petit peu plus annexe, établir les bonnes pratiques et les lignes directrices dans ce domaine-là. Alors, les portées sont un petit peu plus volumineuses ici. Donc, forcément, utilisation innovante de l'IA, puisqu'on essaie de faire des choses qui ne sont pas mises en place. Il y a un objectif aussi de garder en fait le leadership européen dans un domaine où la simulation et l'IA sont quand même assez performantes actuellement. Il y a une notion de lien avec les jumeaux numériques, mais qu'on va retrouver dans Infratech 04, mais qui est ici totalement centré sur Destination Earth. On revient donc ici sur la prise de décision par des experts non techniques. Et il y a un élément qui me paraît intéressant parce qu'il ressort plusieurs fois, et c'est quelque chose qui est nouveau, c'est démontrer la fiabilité et la transparence de l'usage de l'IA, c'est-à-dire en gros une reproductibilité, et puis une communication claire ouverte sur les impacts auprès des utilisateurs. Bon, ça, c'est un autre aspect, mais l'aspect fiabilité et transparence de l'usage de l'IA est assez nouveau et intéressant. Et on le voit ressortir plusieurs fois. Donc, toujours pareil, dans le scope, il y a s'adresser à au moins 3 groupes d'utilisateurs différents, proposer une solution durable pour des besoins à la fois quotidiens et ceux de la recherche à long terme. Ce sont des simulations qui doivent pouvoir être pérennisées. Permettre l'interaction d'utilisateurs avec les jumeaux numériques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tirer parti des initiatives européennes existantes. EuroHPC peut fournir de la puissance de calcul justement pour l'IA. Et puis après, on parle de communautés un tout petit peu plus pointues et démontrer un plan crédible de collaboration avec les acteurs clés de Destination Earth. Bon, c'est pareil, c'est assez logique. Dans ces appels, il y a des éléments qui doivent être inclus, qui sont supplémentaires, on doit en inclure au moins un sur les 3, en fait, concrètement. Voilà, et on revient dans cet aspect-là sur la qualité, la fiabilité, la transparence et la reproductibilité des méthodes et des méthodes d'IA mises en jeu. Alors, Infratech 04 est quelque chose d'un petit peu plus ouvert, un petit peu plus expérimental aussi, puisque là, on est toujours sur du lump sum, sur des sommes forfaitaires, mais on reste en TRL6. Le TRL6, c'est vraiment la démonstration, mais dans un environnement de test, un environnement significatif, mais pas un environnement opérationnel. Donc, ce sont les jumeaux numériques, et là, on sort des jumeaux numériques purement axés sur le climat ou sur le système Terre. On parle d'émergence de nouvelles applications et de nouveaux cas d'application en ligne avec des initiatives GenAI for You
qui sont plutôt axés sur les PME, et la stratégie Apply IA, qui, elle, est plus axée sur les grandes boîtes comme BMW, Siemens ou SAP, par exemple, sur la transformation de ce genre d'industrie. Donc, le scope, donc utiliser de l'IA générative pour créer des jumeaux numériques et des systèmes complexes en créant de nouvelles méthodes de recherche. Il y a des jumeaux numériques générés et alimentés par l'IA, c'est-à-dire que les données vont être moulinées et fournies en fait aux jumeaux numériques grâce à l'IA, améliorer les jumeaux numériques existants ou en créer de nouveaux. Il y a aussi la notion d'exécution des workflows. Forcément, pour mettre en œuvre un jumeau numérique, il faut d'abord mouliner les données, ensuite les fournir au modèle et organiser le modèle en fonction de ces données pour qu'il donne une sortie. Les secteurs sont des secteurs plus politiques, c'est moins axé sur la destination Europe, donc la santé, y compris mentale, les transports, l'agriculture, l'environnement, l'industrie manufacturière ou d'autres domaines liés au Clean Industrial Deal. C'est vraiment des priorités politiques de la Commission européenne. Donc, on doit démontrer une approche fondée sur les données, comme j'expliquais, dans au moins 3 scénarios d'application différents. Donc, on revient sur le TRL6. Ces scénarios doivent être démontrés dans un environnement pertinent ou significatif, mais en visant une production durable, avec une estimation des coûts opérationnels. Ce sont des obligations dans le cadre de cet appel. Et si on travaille dans le domaine Terre, dans le domaine du système Terre, on doit se conformer effectivement aux meilleures pratiques de destination Earth pour assurer la compatibilité avec ce qui existe déjà dans ce cadre-là. Le deuxième slide sur la portée. Voilà, donc on revient sur le fait que l'objectif est aussi de fournir à des décideurs non techniques des simulations qui aient un impact. On revient à nouveau sur la fiabilité et la confiance de l'IA mise en œuvre. Et puis, de la même façon, ces 3 facteurs ici doivent être au moins un inclus. Et on revient un petit peu sur les AI Factories, qui sont en fait un appel de HPC Europe pour fournir de la puissance de calcul et de l'aide en fait au développement de la mise en œuvre de nouvelles AI au niveau européen. Quand on parle de développement IA à grande échelle, c'est ce que permet EuroHPC. Voilà. Démontrer, donc il faut remplir un de ces 3 éléments-là et on fournit une liste de partenariats recommandés, mais pas obligatoires. Voilà, pour Infratech 04. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez rapide, compte tenu du temps et du retard qu'on a, sur l'expérience tirée des Evaluation Summary Reports de Horizon Infra 2024-01. Alors forcément, le scope, le cadre n'est pas le même, hein, puisque c'était plus axé sur le développement de nouvelles technologies et l'amélioration. Mais j'ai essayé de ressortir en fait pour les différents critères les remarques les plus fréquentes en fait qu'on trouvait dans ces ESR. Donc pour l'excellence en fait, pour chaque impact, pour chaque élément. Donc pour l'élément excellence, ce qui est important, c'est l'état de l'art, en fait, hein. Il fallait, à l'époque, amener quelque chose de nouveau. Bon, là, on voit que le côté nouveau, c'est plutôt axé sur l'IA ou sur l'amélioration des performances énergétiques, en fait, hein. Donc, originalité des services et des applications par rapport à l'état de l'art, co-développement avec des entreprises et des exemples concrets, et forcément, stratégie open science, hein, tout ce qui est lié à IOSC. Les remarques les plus courantes qui sortaient dans ces ESR au niveau de l'excellence, c'était une maturité technologique imprécise, pas justifiée, des problèmes de cohérence entre la durée et le développement technologique promis par le projet, et puis la portabilité des technologies, l'ouverture vers d'autres infrastructures, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Bon, les questions à se poser, c'est assez classique en fait, hein, mais c'est un rappel en fait sur les choses importantes, l'état de l'art, les objectifs et la façon de les remplir.
et l'implication des partenaires industriels. Alors, le critère suivant, c'est l'impact. Les impacts, en fait. Donc, ce qui est mis en avant dans les projets qui ont du succès, c'est effectivement les avancées scientifiques. Bon, on revient sur le critère état de l'art. Le fait que ce qui est très, très bien vu, en fait, c'est le fait d'avoir correctement expliqué la mise en œuvre de la communication, de la dissémination, de l'exploitation, ce qui n'est pas du tout la même chose et qui s'adresse à des publics différents et les publics cibles bien précis, bien désignés dans ce cadre-là sont un point vraiment très favorable. Et puis, donc, prise en compte des impacts environnementaux, économiques et sociétaux, c'est encore plus important maintenant dans les appels Infratech cette année. Les moins, donc, les choses qui ont mené à la mise à l'écart de projets, c'était la stratégie de propriété industrielle évasive, plusieurs fois, et des canaux de communication vagues, non personnalisés, c'est-à-dire non ciblés, en fait, pour chaque public. Bon, les questions à se poser reviennent sur ces points-là. Dernier point, la qualité, donc dernier critère noté sur 5, la qualité et l'efficacité des projets. Donc, les projets jugés favorablement, bien sûr, ont une structure valable. La justification du budget est importante, hein, ni trop ni trop peu, notamment sur les aspects informatiques, en fait, sur lesquels il y a beaucoup de critiques de fait quand ce n'est pas fait correctement. Et puis, une autre critique, c'est la complémentarité du consortium proposé en fonction des domaines visés et du type de structure. Dans les moins, le fait de l'analyse de risque est très souvent cité comme un problème et des plans de remédiation pas correctement mis en place ou voire un peu flous ou carrément pas abordés sur certains points. Voilà, les moins, je l'avais cité tout à l'heure, budget aux ressources humaines mal évalué. Ça, c'est quelque chose d'assez critique. Alors, les questions à se poser, c'est effectivement justifier. On revient un petit peu sur les points précédents. Hein. Ai-je bien justifié la contribution de chaque partenaire et ai-je bien justifié le budget? Voilà. Je suis à votre disposition. Parfait. Merci si les beaucoup, questions. Pascal. Merci beaucoup. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vois qu'on a quand même la J'essaie première d'être rapide. Oui, oui, très bien. Pas de problème. On avait dans le chat la première question sur Infratech 04 sur les thématiques, en fait. On parle des infrastructures de recherche dans un contexte technologique changeant et on parle des accélérateurs de particules pour lesquels peut-être ce sujet est particulièrement important. Est-ce que ça rentre dans le scope des domaines ciblés par Infratech 04, puisqu'on a l'impression que cette thématique n'est pas éligible dans le texte actuel, qui vise plutôt la science du climat et la santé. Je pense qu'on peut-être aborder cette question maintenant. Ça peut intéresser peut-être un peu tout le monde. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, Pascal, ou peut-être Alors, moi, ce que je vois alors, faudrait peut-être en discuter avec Agnès. Ce que je vois, c'est vraiment ici, Smile a très bien sélectionné, c'est dans les secteurs en plein milieu, dans les secteurs à fort impact. C'est vraiment santé, transport, agriculture, et effectivement, la question est judicieuse. Il n'y a pas le développement des accélérateurs de particules dans ce cadre-là. C'est quelque chose qui est plus large, en fait. Et par contre, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'idée, enfin, ce qui est derrière la question, c'est peut-être d'avoir de l'IA pour générer des modes, enfin,
dans ce cadre-là, ce sont les jumeaux numériques qui sont mis en œuvre. Alors, un jumeau numérique d'accélérateur de particules, moi, ça me paraît bizarre à moi, mais c'est peut-être par naïveté. Je sais pas si Monsieur Griby peut peut-être préciser plus sa question pour Absolument. s'il est là. Monsieur Griby, si vous nous entendez, si vous pouvez préciser votre question, comme ça donnerait... Non? Bon, Apparemment, non. Agnès, Alors après, elle peut Agnès, déjà peut-être compléter la réponse. Agnès peut compléter ma réponse déjà. Oui. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine et c'est un topic qui est proposé par nos collègues de DG Connect. Donc, c'est pas du tout, j'ai pas du tout travaillé sur ce topic. Mais déjà, j'ai un peu tiqué sur elle n'est pas éligible. Donc là, il n'y a pas une histoire d'éligibilité, c'est dans le contenu du sujet. Donc, c'est vrai que ça va aussi dépendre de qu'est-ce qui est proposé, comment est la compétition au sein de ce topic. S'il y a des choses excellentes et qui soutiennent les domaines qui sont mentionnés comme exemple ou comme cible particulière, effectivement, quelque chose qui n'a rien à voir avec ça a moins de chance. Donc, ça dépend aussi de ce qui va être proposé, mais je ne vois pas que ce soit exclu. Et bien que n'étant pas spécialiste des accélérateurs de particules, cette technologie est dans des infrastructures qui servent des domaines de recherche très, très diverses et très larges. Donc, je ne dirais pas que c'est exclu et qu'il y a des chances. En particulier dans le domaine des sciences des matériaux, ça couvre, ça a des impacts dans tous les domaines, y compris au niveau de l'industrie, je vois Clean Industrial Deal, donc je vois pas je n'exclurai pas et je pense qu'il y a une proposition dans ce domaine a des chances. Cela dit, ça dépend de la proposition et ça dépend de ce qui est reçu par ailleurs. Très bien. OK. Merci beaucoup, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 4 minutes encore normalement avant la fin de ce webinaire. Alors oui, Donc, merci, on a eu des Smaïl. questions justement sur le webinaire de la Commission européenne et effectivement le lien est dans les derniers slides. Les derniers slides comment dire, ont été mis à jour On pour t'entend pas bien, Pascal. contenir des liens intéressants. Je ne sais pas si comme on n'a pas... Ah, les derniers slides C'est un peu haché, là, le compilent son. les liens intéressants. Ok. Bah, ça doit être un problème de réseau alors. Voilà. Peut-être. Donc, en fait, voilà, sur la slide précédente, vous avez eu le lien vers l'Info Day organisé par la Commission le 19 mai. Nous avons aussi mis dans le chat le lien vers cette information. Et ici, vous avez les informations supplémentaires que vous pouvez retrouver soit sur le site horizoneurope.gouv.fr, donc le site de notre ministère, soit sur les sites de la Commission européenne concernant donc les programmes de travail, aussi concernant les informations sur Funding and Tender Portail. Je pense que sur la slide suivante, peut-être on a encore voilà, les liens vers les questions juridiques et financières, aussi les FAQ sur les domaines différents. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Sur la slide suivante, nous avons encore une fois notre adresse générique pcninfra@recherche.gouv.fr. Et donc, nous sommes à votre disposition. Et je vois une question concernant l'info day de la Commission européenne lundi. Est-ce que ça va être enregistré? Je crois que oui, mais tout d'un coup j'ai un doute, donc Non, ça l'est toujours, Agnès. oui, oui. En gros, l'enregistrement est mis dans la page qu'on a publiée là, qui est la page d'accueil, en fait. Il est mis dans la foulée, en fait. Oui, et aussi ça, je suis sûre, les diapositives sont distribuées aussi. Pareil pour nous, donc les slides et l'enregistrement seront mis à disposition des collègues sur la page PCN France, infrastructure de recherche.
Oui. Et d'ailleurs, concernant cette info day de lundi, vous aurez dû recevoir cette information beaucoup plus en avance parce que nous avons diffusé cette information via notre canal d'information PCN Infrastructure. Et aussi, je sais que Volker a envoyé aussi cette information via son canal EOSC. Donc, normalement, nous avons essayé d'arroser tout le monde en avance. Maintenant, si certains d'entre vous n'ont pas reçu cette information, bon, au moins vous l'avez aujourd'hui. Mais sinon, faites attention donc à toutes les informations que vous recevez de la part de nos points d'information. Et Donc, Elena, on a aussi la page LinkedIn du c'est PCN, ça. Oui, du c'est ça. PCN Infra, qui a repris ces informations en même temps que la mailing list classique. Oui. Très bien. Donc, on a une question Voilà. concernant le financement InfraDev 03. Donc, quand on dit que le financement est limité à 80%, le financement européen, donc est-ce que les 20% peuvent être apportés en nature sous forme de mise à disposition de personnel? Alors, je ne comprends pas très bien la question, puisque de toute façon, ce que vous déclarez quand vous avez votre projet, vous déclarez les coûts que vous avez, donc y compris les coûts de personnel, que ce soit des personnels mis à disposition du projet par une entité tiers ou votre propre personnel. Et après, vous devez, si vous justifiez 100, on vous rembourse 80. Donc, très bien. Merci Agnès. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, on est arrivé à la fin de notre webinaire juste à l'heure, comme prévu à midi. C'est inattendu. Donc, c'est excellent. Je ne sais pas s'il y a les dernières remarques de la part des intervenants ou de la part des participants. Si vous n'avez pas de questions ni de remarques, bah, écoutez, moi, je vous remercie tous pour la participation, pour les contributions, pour les présentations. Pour les porteurs de projets, n'hésitez pas donc de prendre contact avec nous. Dès que vous avez des questions, nous sommes là à votre disposition pour vous répondre. Si nous avons des doutes, de toute façon, nous avons nos collègues à la Commission européenne qui peuvent toujours nous aider et nous répondre. Donc voilà, nous sommes là. Vous êtes les bienvenus. Et bah, écoutez, on vous dit à la prochaine fois et bonne continuation avec le dépôt des projets européens. Au revoir. Au revoir, bonne Merci. journée à tout le Au monde. revoir, bientôt. bonne Au fin de revoir. journée. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.